Bonjour à tous les internautes présents, ou rebonjour pour ceux qui nous suivent depuis 16 heures. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Vous pouvez poser vos questions sur Twitter, le hashtag Assurance TV. Patrick Brottier, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau d'Assurance TV. Nous vous remercions de votre présence. Ravi d'être là. Fin juin, l'Assemblée générale du groupe mutualiste Aesio vous a élu à sa présidence, Patrick, pour succéder à Maurice Renard. Vous êtes connu, reconnu dans la profession, Patrick, mais aujourd'hui, au-delà d'être le président de ce géant mutualiste, qui êtes-vous réellement? Alors, nous n'allons pas rentrer, bien évidemment, dans la vie privée, mais je vais vous poser quelques petites questions pour démarrer cet entretien. Alors, Patrick, si vous étiez un sport, je sais que vous aimez beaucoup le sport, vous seriez lequel? Le combiné nordique. Ah, vous me surprenez, là. J'attendais le foot. Le foot, aussi, j'ai une passion pour le foot parce que je suis né à Saint-Étienne, mais je dirais le combiné nordique parce que c'est un sport qui combine deux disciplines, le saut et le ski de fond. Et il faut savoir voler et planer longtemps et loin et être endurant dans la partie ski de fond. Et c'est vrai que c'est assez admirable de combiner ces qualités-là. On a accompagné Jason Lamy-Chapuis, qui était un grand champion français quand il était encore en carrière sportive, d'ailleurs, dans cette discipline. Vous êtes un féru des nouvelles technologies. On vous voit pas mal sur les réseaux sociaux. Si vous étiez de nouvelles technologies... Patrick, la blockchain, parce que je trouve que c'est... Qui intrigue beaucoup de monde, qui... Oui, bien sûr, on mesure pas encore... Il y a des fantasmes, il y a des craintes, il y a... Tout à fait, et puis on n'est pas encore... Je pense qu'on n'a pas encore vu toutes les potentialités, mais on voit bien que demain, il y a un potentiel de fluidification et de sécurité possible aussi dans les métiers que nous portons, qui va être, je pense, qui va être possible dans tous les secteurs de l'économie. Puis il y a un élément qui me paraît aussi fondamental, c'est que la blockchain... c'est l'opportunité pour ceux qui créent l'essentiel de la chaîne de valeur de désintermédier ceux qui en prennent une partie sans en être à l'origine. Et je pense que c'est vertueux. C'est très bonne. Alors, si vous étiez un réseau social, je sais que vous êtes assez présent sur Twitter. Alors, ça serait Twitter, mais sans l'anonymat. D'accord. Parce que vous n'êtes pas anonyme sur Twitter? Non, pas du tout. Non, mais justement, je trouve que c'est bien parce que ça permet de créer du lien, d'avoir des interactions avec plein de monde. Mais sans les codes ou les faux noms ou ce genre de choses qui permettent de déverser... aussi, parce qu'on voit bien le pire. Il y a le meilleur, mais il y a aussi le pire. Et je pense que s'il n'y avait pas l'anonymat, on aurait certainement beaucoup moins de dérives. On va parler un peu plus de l'humain. Je sais que vous y attachez beaucoup. Si vous étiez un comportement, Patrick? Je dirais, je suis un impatient contrarié. Donc, du coup, il faut être déterminé malgré tout. Mais je dirais, oui, essayer d'être suffisamment patient, même quand ce n'est pas notre nature, et donc pour y arriver, être déterminé. Si vous étiez dans le même registre, un petit peu une émotion, ce serait... Une émotion, je vais citer une émotion vécue avec Twitter. J'ai lu un livre qui m'a beaucoup plu. J'avais entendu sa chronique sur une radio. C'est un livre de l'auteur Yasmine Ward, l'auteur américaine, qui a eu des prix. Et j'ai trouvé son livre vraiment éblouissant. Et du coup, déjà, j'ai eu une émotion de lecteur. Et j'ai voulu la partager. J'ai fait un tweet. Et Yasmine Ward s'est abonné à mon compte et m'a liké. Et qu'un grand auteur comme ça arrive à interagir avec un petit lecteur de l'autre côté de l'Atlantique, je trouve que c'est une émotion formidable. C'est une belle émotion, en tout cas. Vous nous conseillez ce livre en plus. Si. Ouais, c'est Le Chant des Revenants, vraiment un livre à lire, magnifique. Si vous étiez une valeur, Patrick? L'humilité, parce que je pense qu'il en faut pour réinterroger toujours nos capacités d'action. Et je pense que l'humilité, c'est une belle qualité. Et pour terminer avec cette petite séquence, si vous aviez un super pouvoir, ce serait lequel? Alors, idéalement, celui de guérir, mais on va dire déjà celui d'avancer. Guérir, c'est sûrement compliqué, mais en tout cas, à défaut d'avoir le pouvoir de guérir, peut-être le pouvoir d'avancer, de progresser. Je trouve que déjà, ce sera un super pouvoir. Alors, on va revenir au groupe Aesio que vous présidez. Ce nouveau géant mutualiste qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est récent, qui a 3 ans. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres, quelques tendances pour reposer un petit peu le contexte? Donc, effectivement, c'est un groupe qui a été constitué en 2016, qui fédère 3 mutuelles. Apreva, qui est une mutuelle des Hauts-de-France, et OVI-MCD, qui est une mutuelle qui était de dimension déjà nationale, et puis Adrea, qui était une mutuelle plurirégionale. On a allié donc nos forces dans un groupe
pour entreprendre ensemble sur un certain nombre de champs sur lesquels on sentait que nous n'aurions pas les capacités si nous étions isolés ou si nous le faisions indépendamment les uns des autres. Et donc, on a mutualisé nos forces pour donner naissance à ce groupe. Aujourd'hui, donc, on protège ensemble 3 millions de personnes. Donc, on a 3800 salariés. Donc, plus de 40 000 entreprises nous font confiance. Et donc, on est bien sûr une marque en émergence, la marque du groupe, qui demain sera la marque de notre mutuelle future, parce qu'on a une fusion programmée de nos mutuelles l'année prochaine. Et on est dans une dynamique à la fois d'évolution et de construction qui va aussi, on aura l'occasion d'en parler, au-delà de nous pour couvrir un spectre de l'assurance qui est plus large que celui de la santé et de la prévoyance dans lequel on est impliqué, avec notamment un partenariat avec la Massif qu'on a déjà engagé et qu'on souhaite renforcer avec la construction d'un groupe, et aussi pour les enjeux de transformation dont je pense qu'on aura l'occasion de parler, qui sont des enjeux majeurs dans notre industrie, y compris dans le format mutualiste, bien sûr. Vous êtes au cœur, enfin le groupe Aesio est au cœur du marché de la complémentaire santé, qui a été un des sujets aussi de ce plateau. Comment vivez-vous alors contexte réglementaire compliqué, hein, l'ANI, il y a quelques années, le RAC 0, le 100% santé, enfin bon, comment vous vivez cette évolution du contexte réglementaire qui est somme toute peut-être assez naturelle, mais elle n'est pas un peu accélérée avec quelques conséquences majeures? Si, bien sûr. Bon, c'est vrai que l'ANI, déjà, ça a été un élément de transformation important, puisque l'objectif, c'était de permettre à un nombre plus important de nos concitoyens d'accéder à la complémentaire santé et de le faire dans de bonnes conditions, d'utiliser le levier de l'entreprise, hein, notamment. Donc ça a été un premier bouleversement, puisque même si ça n'a pas, il reste une activité individuelle relativement soutenue en France, c'est vrai que ça a transformé quand même la part d'activité collective, a progressé beaucoup, et ça s'est traduit aussi par une certaine tension sur nos modèles individuels et sur les modèles économiques. Et maintenant, avec effectivement la mise en place du reste à charge zéro, qui correspond à un autre objectif, qui est celui de la diminution des restes à charge, et la résiliation infra-annuelle qui nous est promise maintenant aussi, bah là, on va rentrer dans d'autres modalités. Pour raviver la concurrence, moi je la trouve déjà forte, la concurrence, mais effectivement, elle existait déjà, et donc je ne suis pas sûr que ça fasse évoluer à la baisse les coûts des opérateurs, parce qu'on a souvent, d'ailleurs, on a interrogé parfois sur le niveau de nos frais, mais je pense que s'il y avait, avec la concurrence qui existe déjà et le nombre d'opérateurs, un acteur qui était capable d'opérer avec un niveau de frais 2 fois moins élevé que les autres, ça serait lui, il aurait siphonné, je pense, déjà une grosse partie du marché. Donc si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a de bonnes raisons pour que quelque part, on ait aussi des modèles économiques à soutenir. Et puis, il y a un autre point aussi que je veux souligner, parce que j'ai l'occasion de le faire aujourd'hui. On parle beaucoup du reste à charge zéro. Et je ne sais pas, vous avez observé la semaine dernière l'adresse qui a valorisé le fait que dans notre pays, depuis longtemps, il y a une structure internationale d'ailleurs qui l'observe, qui s'appelle le SHA, qui consolide des données de l'OCDE, d'Eurostat et de l'OMS, et qui montre que la France est en tête des pays de l'OCDE en matière de niveau de reste à charge. En tête, en ce sens qu'on a les niveaux de reste à charge nettement les plus bas, et avec une différence assez forte avec les autres pays. Je pense que c'est un élément à prendre en compte qui est lié aussi à l'architecture du système français, avec le socle obligatoire assis sur la sécurité sociale, et avec la capacité que nous proposons, nous les complémentaires santé, vous me permettrez singulièrement de souligner le rôle des mutuelles, évidemment, pour donc favoriser effectivement le fait qu'on a un accès aux soins avec des restes à charge finalement peu élevés comparativement à d'autres pays, ce qui ne veut pas dire que pour autant il n'y a pas d'inégalité ou territoriale ou sociale de santé en France, mais en tout cas on a cet atout. Et par rapport à des pays dont on nous parle où il y a du tout État ou du tout Sécu, moi j'ai regardé les chiffres, hein, les restes à charge ils sont beaucoup plus élevés, parfois 3 fois plus élevés que celui de la France. Je pense que beaucoup devraient regarder de près avant d'en trouver des sources d'inspiration. Vous ne désignez personne en particulier? Je ne désigne personne, mais je constate. Voilà. Et donc j'invite à constater. Des secousses quand même réglementaires qui mettent pas en péril, mais qui crée quelques fractures sur vos modèles économiques. Vous l'avez évoqué, Patrick. C'est quoi la suite de l'histoire? C'est une évolution de vos métiers? Oui, je pense. Hein, on est rentré... Il y a une conjonction de phénomènes qui sont à l'œuvre. Le premier, je pense que ça va être un phénomène planétaire dont on vit les prémices, c'est le fait qu'on va avoir une prévention en santé, une prévention, des soins et un accompagnement de plus en plus personnalisés. Ça va être poussé par la technologie, mais pas seulement, puisque de toute façon, ça va aussi s'articuler, et heureusement, avec les capacités humaines qu'on mettra en œuvre pour effectivement
prodiguer des soins et accompagner la santé de la population. Mais on a des systèmes avec une architecture très différente selon les pays. Et c'est vrai que ces leviers, ça va être des leviers de transformation. Et je pense que le premier enjeu, finalement, et notamment pour une mutuelle comme demain, celle que constituera Aesio, ce sera d'inscrire cette transformation dans une logique de mutualisation pour la rendre accessible. C'est-à-dire, oui, bien sûr, rendre possible l'accès à ces modalités, mais le faire dans des logiques qui soient mutualisées pour que d'abord le plus grand nombre puisse y accéder, et aussi, puisque quelque part, pour qu'on s'en empare, on ait des communautés d'engagement et qu'on puisse mettre à disposition de la population en interaction avec d'autres ces modalités qui seront proposées. C'est une première, à mon avis, évolution forte. Il y a aussi on aura l'occasion d'en reparler, Patrick. On a évoqué donc cette pression réglementaire constante et qui s'accentue peut-être. Il y a une pression concurrentielle qui se rajoute, même s'il y a toujours eu de la concurrence. Il y a peut-être de la concurrence un peu différente. On a reçu tout à l'heure sur notre plateau le patron d'une Insurtech. Donc un effet ciseau, en fait, entre la concurrence qui s'amplifie peut-être, les banques assureurs peut-être. Comment voyez-vous, au-delà de la dimension métier, l'avenir du groupe Aesio dans ce contexte de pression multiple, réglementaire, concurrentielle ? Alors, nous, on a choisi d'une part, effectivement, de nous inscrire dans une logique de diversification forte, d'où d'ailleurs le partenariat qu'on a commencé d'initier avec la Massif. On a créé au mois de février cette année donc une filiale commune pour porter ensemble le métier de la prévoyance et donc les réponses à apporter à la population que nous adressons en matière de prévoyance. Et donc c'est opérant, même si on est en train de monter en puissance petit à petit. Et c'est vrai que le fait de s'allier avec un groupe qui était fort sur d'autres métiers que le nôtre, en assurance automobile, en assurance habitation, où il va y avoir aussi de profondes transformations, là aussi poussées par la technologie, et qui donc atteindront probablement demain le modèle d'assurance. Ça nous permet finalement à la fois d'avoir un spectre large pour opérer ensemble, mais aussi finalement d'envisager ces enjeux de transformation multimétiers tout en gardant une identité mutualiste et une forme d'engagement à laquelle on est très attaché, eux comme nous, à faire vivre dans un élan communautaire qui, je pense, reste fort chez eux comme chez nous. Une pression réglementaire, une pression concurrentielle, une offre qui a tendance à se standardiser ou peut-être à se banaliser, je ne sais pas, nous, en tout cas c'est ce qu'on a observé. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différence alors, Patrick, pour l'assuré final dans ce contexte-là d'offres banalisées? C'est ce que vous évoquez, la prévention, ou est-ce que c'est peut-être la façon de gérer son assuré? Nous, historiquement, on était des mutuelles qui étaient ancrées dans des territoires. Ouais. Donc, on avait une obligation de performance, évidemment, parce que je pense qu'aujourd'hui, si on n'est pas performant, si on ne propose pas la meilleure expérience client possible, sachant qu'elle devra être de plus en plus fluide et de plus en plus optimisée. Donc, une mise à niveau digitale, en fait. Ah, bien sûr, mais pas seulement. C'est finalement la possibilité de donner une accessibilité totale aux personnes qui nous font confiance, évidemment avec la technologie, mais pas seulement. C'est ce qu'il va falloir que nous construisions. On a des marges de progrès, c'est évident, comme tout le monde, mais c'est un enjeu fort pour nous. Et puis, il y a donc cet enjeu de personnalisation que j'évoquais tout à l'heure à inscrire dans une logique mutualisée, avec peut-être des capacités à innover. Et là aussi, en profitant, nous, on a la chance d'être ancrés dans les territoires, donc on est inscrit dans le cadre de référence des personnes qui nous font confiance. Et il faut qu'on le reste, et pour le rester, il va falloir qu'on leur propose d'autres solutions qui viendront compléter les couvertures d'assurance, les offres de soins aussi qu'on leur proposait. Et si vous voulez, on pourra en parler. On a mis en place un certain nombre d'initiatives concrètes qui sont déjà déployées et sur lesquelles on mise beaucoup pour faire évoluer nos capacités et pour enrichir aussi les réponses qu'on apporte aujourd'hui aux gens qui nous font confiance, à toutes les personnes qui nous font confiance. Qu'est-ce qui différencie le groupe Aesio d'autres acteurs du marché ? Je pense qu'on est, on est une mutuelle et on est nativement habitué à fonctionner en coproduction. On a l'habitude de s'inscrire dans un écosystème, de travailler avec d'autres, d'interagir avec des communautés de patients, des communautés d'associations, et puis d'être immergé aussi dans le tissu économique dans lequel on s'inscrit aussi. Donc finalement, on a une capacité assez forte à concevoir une projection, bien sûr avec nos propres ressources et notre propre capacité d'action, mais aussi à s'articuler avec d'autres. Et finalement, c'est ce qu'on essaye de faire. Et pour prendre des exemples concrets de ce qu'on entreprend, il y a une de mutuelle de notre groupe, Apreva, qui a développé une plateforme qui s'appelle Bien vivre son âge, qui s'adresse en fait aux populations à tous âges et qui est articulée avec beaucoup de partenaires
pour offrir des dispositions, pas toujours technologiques, des modalités qui peuvent être des applications, mais qui sont aussi tout simplement humaines, exactement, d'accompagnement, de prise en charge, de réponse facile à obtenir, et donc qui est disponible sur le logement, la santé, le bien vivre à tout âge, en fait, pour commencer jeune et accompagner longtemps les personnes. Ça, c'est des services que propose la mutuelle Apréva. Et que nous allons intégrer en mode AESIO, essayer bien sûr de faire prospérer en mode AESIO. On a aussi à Saint-Étienne, Montpellier et Valence déployé le concept de cité des aînés. Alors je parlais de mode de coproduction, on va l'illustrer. Donc à l'origine, c'est EOVI MCD, la mutuelle qui a initié ce projet avec la ville de Saint-Étienne, mais aussi avec des partenaires majeur à Saint-Étienne, la Cité du Design et l'École des Mines, pour proposer en fait des modalités de vie à des personnes qui ont besoin d'être accompagnées parce qu'en situation de dépendance, mais qui veulent continuer, qui doivent continuer surtout à vivre dans la cité. Donc des modalités d'accompagnement avec à la fois un pôle ressources assis sur un EHPAD qui permet de mobiliser des équipes médicales et des équipes d'accompagnement pour que ces personnes puissent rester le plus longtemps possible, garder une forme d'autonomie mais accompagnées, et surtout puissent s'inscrire dans la cité avec tous les éléments de bien-être aussi, pas seulement de soins, qu'on peut leur proposer, le tout à un coût qui est très abordable, puisque donc on a mis en place là aussi avec des partenaires un écosystème qui a permis finalement de réaliser ça avec une dépense, je crois que c'est proposé avec un tarif journalier à moins de 65 €, donc tout à fait abordable, tout à fait accessible, avec des lits qui permettent de détecter, ça a été fait avec l'École des Mines, des fragilités ou des risques auxquels sont exposées les personnes et donc de les accompagner en conséquence, et avec aussi, c'est pour ça qu'on a travaillé avec la Cité du Design également sur ce projet, nos collègues des EOVI MCD, et donc demain évidemment qu'on va essayer de faire prospérer ce modèle même peut-être au-delà des villes dans lesquelles avec tout l'intérêt finalement d'avoir coproduit avec des compétences que nous n'avions pas les différentes parties de ce projet et finalement d'en faire un projet abouti, atteignable, réaliste au plan économique et qui est déjà déployé, donc on va pouvoir mesurer finalement sa pertinence. Et donc on a sur d'autres enjeux la volonté aussi, notamment sur le plan des services qu'on veut proposer, que ce soit assis sur la technologie ou pas, de le faire là aussi dans un écosystème. Parce qu'on est finalement assez nativement à l'aise avec ça et que du coup notre groupe aujourd'hui, notre mutuelle Futur Demain, a la capacité d'interagir avec d'autres pour produire, on l'espère, des solutions pertinentes et durables. Et puis de créer du lien. Voilà. Effectivement, c'est notre promesse, décider ensemble de vivre mieux, mais pour la rendre tangible, il faut avoir des jalons concrets. Ouais. Je viens d'en citer quelques-uns. On investit. C'est pas que des intentions. Là, on est dans la vraie vie, dans les vraies solidarités, dans des valeurs spécifiques, avec effectivement des solutions durables. Et quand on investit, parce que je crois que vous avez reçu une start-up tout à l'heure, il nous arrive d'accompagner des start-up, mais souvent on réfléchit en tant qu'investisseur et on réfléchit non pas d'ailleurs. Je trouve que c'est très important que les dirigeants à la tête de ces startups puissent mener leur projet à bien le plus longtemps possible et avoir la maîtrise de ce qu'ils font, mais peut-être de les accompagner aussi. Donc il y a la logique d'investisseur et il y a la logique aussi d'implémentation de ce qu'ils proposent, où là on peut jouer un rôle pour les aider dans la mise en marché ou à faire des propositions qui font sens, qui a un modèle économique atteignable et qui pour eux, pour les dirigeants de ces startups, du coup puissent aussi finalement faire vivre leur modèle. Alors on ne le fait pas, bien évidemment, on n'a pas des capacités infinies, mais en tout cas on le fait et je trouve ça représente un service rendu. Et donc c'est typiquement en 48 heures, là on va signer un accord aussi avec on en parlera je pense, qui permettra effectivement de s'inscrire complètement dans cette logique. D'accord. Voilà. Vous avez de l'actualité, le groupe AESIO est en mouvement, il a été créé il y a 3 ans. C'est quoi l'actualité de votre développement en ce moment, Patrick Brottier ? Alors on a, dans nos réussites les plus récentes, on a eu la chance d'obtenir la confiance de la mutuelle des anciens de Natixis. On avait déjà, l'entreprise Natixis nous avait confié donc la santé de leurs salariés, l'assurance santé de leurs salariés. C'est vrai que c'était déjà une grande satisfaction d'avoir remporté cet appel d'offres. Et là, c'est la mutuelle donc des anciens de Natixis qui a fait un appel d'offres qu'on a remporté. On a aussi concouru et remporté l'appel d'offres pour la santé des salariés d'Arkema.
là aussi, donc une très grande entreprise, on a la chance de mériter leur confiance, donc on va tout faire pour essayer de la garder. Et puis, on est présent aussi sur le champ conventionnel, c'est très important pour nous. Donc, il y a la convention collective du sport dans laquelle on a été référencé. C'est le fruit d'une alliance d'ailleurs avec la Massif et avec MMH, puisqu'on est alliés en la circonstance, dans le champ de l'ESS notamment. Là aussi, on a déjà des coopérations avec la Massif et avec MMH. Bon bah, c'est quelques exemples concrets. Quelques bonnes choses et des exemples très concrets. Alors, moi, je vous suis sur Twitter, Patrick Breutier. Je trouve beaucoup d'intérêt à voir ce que vous tweetez. Vous vous intéressez beaucoup à la santé du futur. Pas que, mais aussi. La médecine du futur. Alors, est-ce que le groupe de 3 millions de personnes protégées, c'est ça, Patrick? Est-ce que le groupe Aesio s'engage concrètement pour ses adhérents ou pour d'autres, je ne sais pas, dans ces technologies du futur? C'est ce que je viens de vous indiquer, c'est-à-dire que oui, on essaye, là j'ai cité des initiatives pour Apreva avec Bien Vivre Son Âge, la Cité des Aînés donc, qui a été développée par EOVI MCD en lien avec un tissu partenarial très dense. Nous-mêmes qui donc portons des investissements avec des startups, effectivement, avec le but à la fois de les accompagner comme investisseurs, mais aussi d'implémenter leurs propositions. Donc ça, c'est concret, mais je pense que l'enjeu à venir, c'est vraiment l'enjeu de la conjugaison de ce que j'ai dit initialement et sur lequel on doit travailler. Alors, on n'a pas de martingale, mais on va essayer de commencer à emparer de cet enjeu. On pense qu'on a une perméabilité forte. On ne sera peut-être pas les plus pertinents, mais on est tellement impliqué dans la capacité à essayer de trouver de bonnes solutions qu'on espère pouvoir être parmi les acteurs qui proposeront des éléments pertinents, le faire avec un capital confiance. C'est pour ça on a des logiques de communauté avec beaucoup de gens dans les territoires qui de plus en plus vont interagir. Est capital dans ce genre d'accompagnement. Exactement. Et ce qui est nouveau et intéressant, c'est aussi l'interaction. Moi, c'est pour ça aussi que je me suis impliqué sur Twitter. C'est que ça offre l'opportunité. On l'a vu aussi à travers, par exemple, la fondation de la mutuelle que je préside aujourd'hui à Adrea, des mutuelles du groupe aussi. Ça permet d'interagir avec des communautés qui sont engagées ou durablement ou de manière... Ponctuellement, peut-être sur un sujet et un moment important. Tout à fait, et notamment, on a vu ça avec notre fondation à travers, par exemple, des associations qui font un travail admirable. Je pense à Chirop, notamment, qu'on a accompagné avec la fondation. Et si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est d'interagir, là aussi, avec ces communautés, de voir comment on peut trouver des ponts avec les mêmes motivations, et finalement, mettre en écho leur modèle d'engagement dans une association et le modèle d'engagement dans une entreprise mutualiste, et ça a plein de sens. Il y a plein de convergences possibles, tout en laissant les capacités existentielles aux uns aux autres, mais pour conjuguer nos efforts, et là aussi rentrer dans des modes, si ce n'est de coproduction, en tout cas de convergence, parce qu'on a des convergences d'intérêts au service d'une vision peut-être aussi d'une protection sociale et d'enjeux de santé qu'on partage. D'accord. Vaut mieux monter à plusieurs et être solidement accroché que tout seul et risquer effectivement d'avoir... Alors ces technologies du futur, cette santé du futur, est-ce que vous l'avez un petit peu abordé sous certains angles particuliers, ou pour vous, je pense peut-être aux problèmes des personnes âgées ou aux personnes fragilisées qui peuvent être... est-ce que vous avez ciblé, entre guillemets, excusez-moi du terme un peu marketé, mais vos actions, ou est-ce que vous pensez que ça doit s'adresser au plus grand nombre? C'est pas une question de pathologie, c'est pas une question de cible. Alors, on a eu différents projets, mais on s'intéresse à l'ensemble de la population. Il y a évidemment la question de l'accompagnement des personnes le plus longtemps possible en bonne santé, parce que c'est ça l'enjeu aussi. Demain, finalement, pour que notre système soit le plus soutenable et puis pour que les gens soient le plus heureux, plus épanouis possible, l'enjeu, c'est de vieillir en bonne santé. Vieillir en bonne santé. Donc, il y a un enjeu de prévention et d'accompagnement personnalisé, tout en l'inscrivant dans des dispositifs qui, eux, sont mutualisés. C'est l'élément qui vous guide. Tout à fait, mais du coup, c'est à tout âge. C'est le sens aussi de la plateforme qui a été développée par nos collègues d'Apreva. Et donc, si vous voulez, sur l'enjeu du maintien de l'autonomie, on est présent sur tous les champs. Nous, on a un acteur de la prévention et je pense qu'on va être en mesure d'aller de plus en plus loin. On a un acteur de l'accompagnement parce qu'on a aussi des offres à domicile, de prise en charge à domicile et en établissement dans notre groupe et aussi dans les unions territoriales de la mutualité française dans lesquelles on a impliqué fortement en pilotage et dans la gouvernance. Et on a aussi la particularité, on était aujourd'hui un acteur de l'assurance dépendance. Les mutualistes représentent à peu près la moitié de la population couverte par une assurance dépendance aujourd'hui.
On sait que c'est pas suffisant et que les dispositions actuelles ne permettent pas de répondre aux besoins. Mais on a fait des propositions, c'est intéressant. Il y a un travail de place qui est mené entre la Mutualité française et la FFA pour être force de proposition d'une capacité d'assurance qui permettrait de compléter l'effort de l'État, un socle d'intervention qui serait engagé au niveau de l'État, mais qui permettrait peut-être de l'enrichir si c'est nécessaire, hein, tout comme on l'a fait finalement sur l'enjeu de la santé, avec un socle sécurité sociale très fort et puis des capacités qui viennent enrichir, compléter et finalement faire en sorte qu'il y ait moins de reste à charge et peut-être des capacités aussi d'implication des citoyens. Ça me paraît très important dans un système de protection sociale. Donc c'est ça qui nous mobilise en fait dans cette société de la longévité dans laquelle on est entré. Et donc on aura l'occasion d'ailleurs, à l'occasion de Senior Autonomie, donc à la fin de cette année, de présenter un certain nombre de propositions concrètes. On en réserve la primeur à ce moment-là, mais qui sont très en lien avec les positions qu'on a nous-mêmes construites avec la Mutualité française, au sein de la Mutualité française. Pour terminer notre échange, il nous reste encore un peu plus de 2 minutes. Vous venez d'évoquer, Patrick Brottier, la santé du futur, la médecine du futur. C'est quoi la mutuelle du futur? On voit que vous avez commencé, en tout cas pour Aesio, à esquisser la logique de prévention, d'accompagnement de services, etc. C'est quoi la mutuelle du futur, selon vous, qui êtes connecté, qui connaissez bien les territoires et l'univers, bien sûr, de la complémentaire santé? Alors, c'est une mutuelle qui va rester ancrée dans les territoires, finalement, parce que ça, je pense que c'est très important, mais en même temps hyper agile, parce que nourrie de technologie. Oui. Bon, on espère en devenir l'incarnation. Oui, on le croit profondément. On a besoin, je pense, d'un ancrage territorial parce qu'on voit bien finalement toutes les conséquences des ruptures de continuité territoriale, enfin les fractures territoriales dont on parle, aussi par rapport au numérique et finalement aux ruptures culturelles que ça induit, le fait qu'il n'y ait pas un minimum de ciment culturel sur les enjeux numériques et que la population ne puisse pas y accéder aussi bien partout. C'est une nouvelle et à tous les âges et pour tout le monde. Et là aussi, peut-être, on aura un rôle à jouer, nous, en proposant une expérience fluide, nourrie de technologie. Là, on sait qu'on a des marges de progrès, mais on va travailler sur ces enjeux et à mêler ces capacités entrepreneuriales avec des réponses innovantes. Je pense qu'il faudra qu'on continue d'innover, de mesurer la qualité des innovations et de voir la satisfaction finalement qu'on apporte et la qualité des réponses qu'on est capable d'apporter et de le faire dans des logiques de communauté d'engagement. C'est vraiment la marque de fabrique d'une mutuelle, notre ADN. C'est aussi l'ADN de notre partenaire massif avec lequel on est en gestation avancée pour construire un groupe qui doit normalement voir le jour l'année prochaine. Et donc c'est vrai qu'en conjuguant nos forces, je pense que sur un certain nombre d'enjeux, on doit être capable d'être force de proposition, non seulement force de proposition, mais d'être transformé aussi notre modèle pour le mettre plus en résonance, à la fois avec les exigences de réponse concrètes à apporter à nos concitoyens, mais aussi peut-être avec les valeurs qui sont celles d'une mutuelle, l'engagement, la détermination, la responsabilité, la solidarité et le lien, la capacité à faire le lien entre nous et le lien avec d'autres. On peut toujours innover en matière de complémentaire santé. Vous avez cité l'innovation tout à l'heure. Le cœur de l'innovation se situe malheureusement peut-être pas là. Ouais, en tout cas, on travaille aussi beaucoup maintenant, parce que c'est vrai que, malheureusement aussi, pour une part, on est tellement contraint que ça réduit nos capacités. Sur le corpus assurantiel, c'est évident. Tout le monde le constate. Après, c'est vrai qu'on réfléchit à ce qu'on peut adosser ou proposer aussi indépendamment des offres d'assurance. On le fait déjà à travers l'offre de soins. Ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Exactement. Et donc, c'est ce qui, à mon avis, aussi va motiver nos projets demain. Mais dans les capacités d'assurance aussi, moi, j'évoquais le travail qui est mené autour de la dépendance. On verra bien si demain, c'est une hypothèse qui est retenue ou pas pour permettre aussi de réduire les restes à charge qui sont souvent la problématique, une des premières problématiques qu'on connaît dans notre pays. En plus, évidemment, des problématiques de prise en charge, ça va faire aussi partie des enjeux étroitement corrélés à celui de la santé sur lesquels on va mobiliser nos capacités d'action. Donc une mutuelle moderne, ancrée dans les territoires, agile, et qui fait communauté déjà par elle-même et avec les environnements avec lesquels elle travaille. Voilà. C'est une très très belle conclusion. Merci. Patrick Brottier, merci. Nous avons été ravis de vous recevoir sur le plateau d'Assurance TV. Nous allons...